chaîne YouTube et du site en ligne. Désolée pour ces 2 semaines sans votre émission, j'ai eu des empêchements. Agibou, content de te revoir. Bonjour Rokia, bonjour chers amis et followers de lacelix.fr. Ravi de me retrouver sur ce plateau après 15 jours d'absence pour des raisons objectives et personnelles. Merci pour le soutien, vous nous avez manqué, j'espère que nous vous avons manqué aussi. Et puis continuez à vous abonner sur la chaîne et partager la vidéo, appuyez sur le pouce. Voilà, j'espère que ce round-up sera à la hauteur, sinon même plus que les précédents, que ce sera à votre goût. Voilà, Guibou, nous enchaînons donc avec l'actualité qui est toujours dominée par la politique. Et c'est pour aller au Sénégal avec un premier sujet qui parle du procès opposant au ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, principal opposant du régime du président Sall. Ce n'est pas pour parler du procès proprement dit, puisqu'il a été renvoyé au 16 mars, mais c'est plutôt pour aborder les prolongations de cette histoire. Car Ousmane Sonko a été extirpé de son véhicule, vitre cassée par les forces de l'ordre, pour être transporté par la force dans le véhicule des policiers jusqu'à son domicile. La question c'est, est-ce l'exercice de la violence légitime de l'État pour parer à tout trouble de l'ordre public, ou alors est une réponse au fameux slogan du leader du PASTEF, à savoir le Gatsa Gatsa? Là, on est toujours dans la guerre larvée entre deux factions, l'une détenant les pouvoirs régaliens et l'autre cherchant à l'acquérir vaille que vaille. Mais les règles de droit ou les règlements ou les lois invoquées ne sont que des alibis pour couvrir des actions politiques. Est-ce qu'il était besoin de l'extirper de cette manière-là, et vu les résultats et les conséquences que ça a eu au niveau mondial, et maintenant on peut dire que Macky Sall est devenu d'une certaine manière le directeur de marketing politique de Ousmane Sonko au-delà des frontières du Sénégal, puisque les médias mainstream, même si on peut garder des réserves par rapport à leur objectivité et par rapport justement à leur volonté de faire éclore la vérité, il y a toujours une velléité, un sous-entendu idéologique, voilà, d'exploitation de ces images-là. Mais en tout état de cause, ce qui en ressort et ce qui est patent, c'est que Ousmane Sonko aujourd'hui est sous la lumière grâce ou à cause de cette affaire de vitrine cassée et d'extirpation forcée de son véhicule. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens le plus fondamentalement. Nul ne pourrait s'opposer au principe selon lequel l'État dispose de l'exercice de la violence légitime ou de la contrainte légitime. Donc, tous les appareils de coercition sont entre les mains de l'administration. Mais dans les circonstances et dans les contextes dans lesquels ça a été fait, nous ne pouvons le dissocier justement au discours ou au meeting de Kermassar, qui a été on va dire le point culminant de la radicalisation, aussi bien dans le discours de PASTEF à l'égard de l'État APR, de ce qu'ils considèrent eux l'État APR, puisqu'on voit toute la bravade et tout le discours défiant vis-à-vis des institutions judiciaires, des institutions administratives, et j'en passe. Donc, ces deux factions qui ont pris en otage l'appareil d'État et qui le prolongent dans un combat politique. Et voilà les conséquences que ça engendre. La confusion totale. Et donc, ma lecture personnelle, c'est que le Garça Garça aujourd'hui a irrigué le rapport de l'État vis-à-vis d'un citoyen. Ousmane Sonko a dit maintenant c'est le Garça Garça, et l'administration centrale a bandé des muscles pour
aussi lui montrer leur pouvoir de coercition. Maintenant, ils ont gagné la première manche ou la deuxième manche, puisque la première manche, si on remonte à mars 2021, on avait le sentiment que pratiquement la rue avait fini par déborder l'État et ses démembrements. Aujourd'hui, suite au fait même que Macky Sall avait dit ce qui fut ne sera plus, euh, euh, comme réplique, ils ont dit le garça garça, chemin faisant. Maintenant, cela s'est traduit dans le comportement des forces de l'ordre ou des forces de l'ordre et de défense. Fut-il justifié ou arguait-il du besoin de rétablir l'ordre sur la voie publique? On a vu ces derniers jours Ousmane Sonko se déambuler un peu partout, aller rendre visite à ses collègues maires au prétexte qu'ils veulent institutionnaliser la structure qu'ils ont créée, la structure ad hoc, le réel, le réseau des élus locaux, en concurrence ou en doublon à l'association des maires du Sénégal qui, elle, est subordonnée directement au dispositif de l'administration décentralisée reconnu par l'État central. Et ça a occasionné un rassemblement de personnes, des foules dans les rues. On n'a pas vu l'État venir aussi là-dessus interrompre ces occupations de l'espace qui pouvaient empêcher la liberté d'aller et de venir des citoyens qui n'étaient en rien ou qui ne sont en rien concernés par la politique. Donc, je pense c'est le garça garça, d'autant que Ousmane Sonko avait lancé un appel en direction de ses militants pour qu'ils se hâtent à prendre l'espace de la salle d'audience de manière à empêcher aux badauds caractérisés APR qui pourraient venir l'abreuver d'injures. Bon, on a vu ce qui s'en est suivi. Le procès a été renvoyé. Et c'est au moment de rentrer chez lui, oui, peut-être compter encore faire cette promenade accompagnée de ses bien-aimés. Et ça aussi, ça procède d'une stratégie de rapport de force pour montrer sa popularité et le degré de sollicitude qu'il entretient avec les masses. Ses adversaires politiques qui ont l'appareil d'État, malheureusement, qui ont politisé l'administration d'État, ça, il faut le dire, depuis que Macky Sall est à la tête de ce pays, l'administration est politisée, tous les corps constitués de l'administration, en tout cas, rouspètent pour certains, parce que la méritocratie ne prime plus, il faut plutôt être inféodé au projet politique APR pour pouvoir bénéficier d'une promotion plutôt que de compter sur ses propres capacités intellectuelles et techniques au sein de l'administration. Donc il y a une politisation à outrance de l'administration, tant et si bien que toutes les nominations sont suspicieuses de répondre ou de correspondre à un projet politique prêté à Macky Sall, notamment sur le 3e mandat. Donc c'est dans cette ambiance-là, c'est dans ce contexte-là que nous avons eu droit à cette scène qui est un coup de balafre à la démocratie sénégalaise du point de vue du regard extérieur. Parce que nous avons vu comment les médias mainstream ont exploité cela et à la faveur d'Ousmane Sonko. Et malheureusement, c'est Macky Sall qui est en train de se dépêtrer pour se démettre de quelqu'un et on a l'air ou on a l'impression que tout acte qu'il pose, justement, milite à restreindre pratiquement ses possibilités de gagner en popularité et en respectabilité, aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'à l'extérieur. Donc, il ferait mieux de revoir sa copie. À Guibou, restons dans cette ambiance anxiogène, toujours avec le PASTEF et le pouvoir, et ses ramifications. La sortie de Sonko dans la cité religieuse de Touba, qui fait jaser et qui a vraiment déplu à de nombreux dignitaires de la confrérie mouride,
puisque son nom a été scandé dans la mosquée. Et ça a vraiment choqué beaucoup de disciples mourites. Comment analyses-tu cette situation? En fait, cette situation aussi a des causes historiques. Elle ne tombe pas comme ça ex nihilo. On peut remonter peut-être juste pour ne pas trop s'éloigner dans des péripéties historiques. Depuis les élections locales où, le vote blanc a largement été plus conséquent, ou en tout cas a été bénéficiaire d'un suffrage beaucoup plus important que la liste qui avait été confectionnée par le calife himself. Ça aussi, les politiciens en ont une lecture. Ça voudrait dire que aujourd'hui, les cités qui avaient été plus ou moins préservées par rapport à leurs particularités administratives, organisationnelles, et parce qu'elles sont dites cités religieuses, sont en train de se modifier socio-anthropologiquement, si je puis employer ce terme. Donc, il y a une autre forme de citoyenneté qui est en train d'émerger et qui est peut-être en contradiction avec la ligne des khalifas. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il y a aussi des marabouts, en tout cas qui répondent du patronyme Mbacké, qui sont de Pastef et d'autres de l'APR. On a vu, et l'APR a coopté d'une certaine manière des dignitaires qui sont assez proches du califat, qui s'affairent dans les affaires, qui s'affairent dans la politique et malheureusement qui ne pèsent pas politiquement, électoralement au sein de cette. Donc c'est ça qui a été, en mon sens, la manière dont le virus, le ver est entré dans le fruit. Et donc ce qui s'est passé à Touba n'est que une des conséquences de ce processus historique que je viens de rappeler. Donc, voilà, c'est regrettable ce qui est arrivé. Ça ne s'est jamais fait de mémoire qu'un homme politique se présente à la mosquée et qu'il y ait que ça soit compris, en tout cas pour les autres, comme étant une manifestation politique. Mais aussi, il faut rappeler que le problème est né du fait que le préfet s'est caché derrière son petit doigt pour ne pas autoriser une manifestation, une réunion publique que le Pastef voulait organiser à Mbacké. Sans doute, les gens ont commencé aussi à être un peu indisposés par le narratif ou le lexique que les militants de Pastef sont en train aussi de développer et qui ressemble ou qui confine un peu le langage des mourides, parce qu'ils disent maintenant le magal. Ils empruntent le vocabulaire qui n'appartient pas, entre guillemets, mais qu'on peut affecter à une certaine communauté du point de vue identitaire et du point de vue lexique. Donc, tout ça a contribué à créer une certaine ambiance de défiance entre ceux qui s'estiment en droit d'être attaqués dans leurs croyances et dans leur intimité et les politiciens. Donc ça aussi, ça fait partie des causes en sus du fait que le préfet a été un peu, en mon sens, inconséquent en refusant d'autoriser cette manifestation. Il s'en est suivi des dégâts en matériel, puisque des entreprises ont été attaquées, ou en tout cas des outils de production ont été détruits, du fait justement de ce forcing des populations à vouloir passer outre la décision administrative qui interdisait cette réunion publique. Et nous avons vu hier le discours un peu musclé que le porte-parole de la confrérie a eu, et il ne faut pas se faire d'illusions. Cette mise en garde, pour être courtois, est adressée au Pastef et Ousmane Sonko, d'autant qu'il y a eu aussi un quiproquo à propos de la perception, de la compréhension qu'il faille avoir sur le mot da'wa,
que l'un des dignitaires ou responsables du PASTEF a eu à tenir lors d'une réunion, rappelons-le aussi, de leur parti. Donc c'est dans le cadre de leur réunion publique, en tant que parti légalement constitué, qui jouit de tous les droits d'expression, qui a été malheureusement viral. Et ça aussi, ceux des confréries ont senti le besoin de véritablement poser un débat sur ce sujet, et ça a commencé avec le porte-parole, si je ne m'abuse, de la famille Sall de Louga. On a eu une audio qui a été virale, qui interpellait toutes les confréries à propos de la volonté exprimée à travers ces propos de faire revenir les gens à l'adoration d'un Dieu unique plutôt que l'adoration de leurs semblables. Donc oui, nous sommes face à une situation inédite, mais on verra jusqu'où ça peut nous mener. Mais ce qui est sûr, c'est que on est en train, PASTEF a tout intérêt aujourd'hui à pacifier ses rapports avec les confréries et à être clair par rapport au rapport qu'il entend avoir avec les confréries. Au moins que les gens se déterminent. Les confréries sont partie prenante de notre corpus social et politique. Elles ont à gérer en interne les réformes qui s'imposent, puisque aujourd'hui nous voyons qu'il y a des diffractions en leur sein, et ça saute aux yeux. Donc il y a à eux de gérer les réformes qu'il y a en interne, et aux politiques aussi de se déterminer par rapport au type de rapport qu'il entend avoir avec eux de manière claire, nette et tranchée. Enfin, dans ce troisième et dernier sujet de Round-up d'aujourd'hui, nous allons aborder le séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie, avec vraiment des milliers de morts. Un séisme qui serait plutôt provoqué, d'après ce qui se dit dernièrement. Qu'est-ce que tu en penses? On est tenté de, sans être complotiste, on est tenté de croire à l'usage d'une bombe biologique pour provoquer ce séisme, d'autant qu'une personne quand même patentée et digne peut-être de bonne foi s'est penchée sur le sujet. C'est une sénatrice roumaine qu'on a vu interpeller le gouvernement roumain et l'interpeller d'abord au-delà du fait que ce séisme soit le produit d'une arme militaire, c'était qu'ils se déterminent par rapport au rapport qu'ils doivent entretenir avec l'OTAN. Parce que une organisation qui est un objet militaire non identifié et qui agit au service du complexe industrialo-militaire et principalement américain. Peu importe le droit international, à partir du moment où il y a des intérêts stratégiques et militaires et économiques qui se posent dans un point de la planète, comme actuellement ça se passe au niveau de l'Ukraine. Parce que les causes historiques, c'est quoi, pour revenir véritablement aux occurrences qui ont conduit à la survenue de ce fameux tremblement de terre, c'est que les pays scandinaves voudraient entrer dans l'OTAN et le principe d'adhésion est fonction d'une unanimité, c'est l'accord de tous les membres. Et la Turquie a posé son veto parce que la Turquie estime avoir des comptes politiques internes à régler avec un certain nombre de son personnel politique qui était d'une certaine manière lié au coup d'État de 2015 avec la faction de Fethullah Gülen. Donc la Turquie a fait du dilatoire, a demandé aux Suédois et obtenu de la Suède beaucoup de têtes. Et n'empêche, ils n'ont pas donné leur aval.
parce que la stratégie de l'OTAN, c'est quoi? C'est d'établir une base en Scandinavie qui leur donne une portée accessible au territoire russe comme l'Ukraine l'est par ailleurs. Et ne voyant pas les Turcs maintenant venir, je pense qu'ils ont voulu leur hâter la main pour que la Turquie se détermine. D'autant que Poutine a fait de la Turquie maintenant un hub gazier depuis que le Nord Stream a été saboté, que les Européens ont bêtement suivi ou en tout cas obtempéré à l'injonction américaine d'arrêter d'acheter des produits hydrocarbures et gaziers russes. Donc la Turquie aussi, qui a des problèmes internes qui amènent aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan à un peu jouer la carte de sa survie parce que les membres de l'OTAN, un peu protégés par la Russie l'utilise parce qu'aujourd'hui la Russie a besoin un peu d'avoir un espion, entre guillemets, si je puis caricaturer, au sein de l'organisation de l'OTAN pour mieux aussi se défendre par rapport aujourd'hui aux velléités atlantistes à vouloir mais véritablement découper ce vaste territoire riche en ressources et dont le complexe industrialo-militaire peut-être a besoin. Donc moi je crois fondamentalement que ça c'est une arme biologique qui avait été utilisée pour hâter le pas la Turquie. Maintenant, est-ce qu'ils obtiendront gain de cause? J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Qui plus est, on voit même aujourd'hui, et ça, cette situation doit nous interpeller, nous, en tant qu'Africains, depuis que le Sahel a connu une remodification à la faveur aujourd'hui de l'émancipation des peuples burkinabés et maliens et dans une moindre mesure la Guinée, la Russie est en train aujourd'hui d'implanter petit à petit ses bases dans le précaré dit français et donc atlantiste. Et le fait que au même moment la base militaire française aujourd'hui se soit déployée au Niger et nous voyons comme par hasard le terrorisme ressurgir au Niger alors que ça a été plus ou moins maîtrisé depuis que Mohamed Youssoufou et Bazoum ont donné mains et pieds liés les ressources nigériennes à la France. Mais le changement qui est en train de s'opérer au Burkina, en Guinée et au Mali est en train quelque part de menacer l'équilibre que les Français pensaient avoir de leur précaré. Et les Américains, je pense, l'ont tellement compris qu'ils se sont hâtés aujourd'hui à renforcer leur présence au niveau du Sahel. Et donc, qu'est-ce que ça donne à voir? C'est que notre région va être incessamment le théâtre d'une guerre de puissance entre l'OTAN et la Russie. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans une situation d'un troisième mandat hypothétique avec toutes les conséquences que ça peut avoir, d'un procès politique d'un opposant qui pourrait le bordurer et qui draine par ailleurs des inconditionnels qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. Et donc toute cette situation-là devrait nous interpeller pour que collectivement nous retrouvions un moment de lucidité, dépasser nos propres personnes et nos propres ambitions et voir dans ce contexte et dans cette situation d'impérialisme extérieur qui voudrait peut-être nous faire retourner dans une situation jamais vécue, peut-être qui sera pire que l'esclavage. Parce que là où on va actuellement, avec ces guerres de puissance qui sont en train mais véritablement de poindre à l'horizon, nous avons tout intérêt aujourd'hui à réfléchir en tant qu'Africains collectivement sur les voies et moyens par lesquels nous allons nous sortir de ces logiques de subordination que l'extérieur nous a toujours imposées, bon gré, mal gré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Agibou, je te redonne la parole pour le mot de la fin. Merci de nous accompagner dans cet exercice d'analyse des faits majeurs de l'actualité.
comme je vous le dis souvent, je ne me lasserai jamais de le répéter. Continuez à inviter vos amis à s'abonner et à partager les vidéos et n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons qu'une perception parcellaire, voire même partielle de la réalité du monde. Donc nous ne faisons qu'exposer ici notre perception de la réalité. Et nous vous invitons à vous associer à nous dans cet exercice pour qu'ensemble nous puissions véritablement accoucher d'une vision prospective et proactive qui sera salvatrice pour nos jeunes frères, nos enfants, nos petits-enfants derrière.